Salut, bonsoir à tous. C'est le grand rendez-vous, votre émission où les acteurs, les chroniqueurs se retrouvent pour décrypter l'actualité. Ce soir, nous resterons dans la fièvre de la célébration passée du 1er août, 65e anniversaire de notre fête nationale, empreinte de couleurs, mais aussi et surtout une célébration marquée par une série d'actes, de faits et de propos. C'était le 10e et le dernier du président Patrice Talon à la tête du Bénin. L'homme du 6 avril 2016 a saisi l'occasion de ses multiples sorties et rencontres de ces derniers jours pour faire le bilan de son action à la tête de l'État et montrer une fois encore l'idéal qu'il nourrit pour notre pays, le Bénin, tout en évoquant sa succession. Et je le cite, « Personne ne va m'attacher dans le fauteuil présidentiel, je m'en vais, j'ai vieilli, je serai actif avec vous pour le choix de celui qui présidera le Bénin », a-t-il déclaré. C'est une sorte d'adieu, analyse l'éditorialiste Omar Salouf, qui, comme nombre de Béninois, fait le constat d'une descente en douce. On en parle. Au-delà de ces actes, alors, quel autre acte le président Patrice Talon posera à partir de maintenant jusqu'à la fin de son mandat en mai prochain? Les points de vue sont à suivre avec les chroniqueurs. Nous aurons notre petit tour sur la toile avec son lot de sujets débattus entre internautes. Ils sont restés dans l'actualité du 1er août. Vous aurez les vues du web avec Marc-Yohannes Goudianou. Et puis, on fera un petit saut hors du Bénin, mais dans l'Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire, où le président Alassane Dramane Ouattara a annoncé sa candidature à la prochaine présidentielle ivoirienne d'octobre 2025 pour un 4e mandat. Sa candidature divise. Nous aurons les réactions des chroniqueurs, mais tout de suite, ce sera la météo politique avec Alberto Mardoché-Gounou qu'on retrouve. Nous allons prendre des nouvelles avec la météo politique. Alberto Mardoché-Gounou, bonsoir. Bonsoir Christian, dans les amis téléspectateurs, bonsoir. On va démarrer par cette rencontre et nous sommes dans l'actu. Oui, le chef de l'État, Patrice Talon, a eu un moment d'échange avec la jeunesse béninoise. Oui, Christian, dans les gens des rencontres inédites à la veille de la célébration de la fête nationale du 1er août au palais de la Marina. D'abord, ce lundi 28 juillet 2025, le président de la République s'est ouvert aux jeunes béninois issus de toutes les couches socio-professionnelles et toutes tendances politiques confondues. Entre bilan et perspective, Patrice Talon a discuté de façon directe et franche avec ses hôtes sur certains de ses choix et décisions. Loin d'un simple exposé, l'échange a permis aux jeunes de s'exprimer et de poser des questions concrètes sur l'emploi, l'éducation, l'entrepreneuriat et la participation à la vie publique, sujets sur lesquels le chef de l'État a apporté des réponses. Vendredi, dans l'après-midi du 1er août, Patrice Talon a offert un déjeuner aux acteurs politiques, notamment les députés et les présidents des institutions. Voilà, une série d'actions et de faits. On reviendra sur tout ceci dans l'édito d'Omar Salouf et puis dans nos discussions, dans les points de vue avec nos chroniqueurs invités ce soir. On va parler à présent de cette formation politique. Oui, Moël Bénin, 7 ans d'existence et des engagements pour le futur. Ce fut pour cette formation politique une semaine rythmée par des activités sociales, des conférences et des appels à la mobilisation citoyenne autour du thème 7 ans d'engagement pour l'émancipation du Bénin. À Cotonou, les délégations de militants venus de toutes les circonscriptions électorales se sont entretenues sur le parcours du parti depuis sa création avant de se projeter dans l'avenir. Face à cette troupe, le président Jacques Ayadi a, dans son adresse, réaffirmé l'attachement de Moël Bénin à l'éthique politique, à la discipline militante et à l'innovation sociale. À quelques mois des joutes électorales de 2026, le parti veut compter dans la prochaine équation politique. Il affûte déjà les armes. Oui, quand on parle politique, et pas loin de chez nous, on y voit la Côte d'Ivoire et nous parlons donc de cette candidature d'Alassane Dramane Ouattara. Il a annoncé qu'il est candidat pour un 4e mandat présidentiel. Le président ivoirien a longtemps laissé planer le doute sur sa candidature, mais le mardi 29 juin dernier, il a fini par se prononcer. Dans une déclaration diffusée sur les réseaux sociaux, Alassane Dramane Ouattara a annoncé son intention de se présenter à
l'élection présidentielle du 25 octobre 2025 pour justifier du moins sa décision de revenir sur sa promesse de ne pas briguer un nouveau mandat. Il a déclaré, je cite, « Le devoir peut parfois transcender la parole donnée de bonne foi », propos diversement appréciés dans l'opinion publique. Alassane Ouattara, 83 ans, fera figure de grand favori pour ce scrutin. En l'absence, il faut le rappeler, Christian Adandijan, des principaux leaders d'opposition exclus de l'élection par des décisions de justice. Nous allons recueillir la réaction de notre consultant politique et géopolitique, Hamza Tablaï, dans le débat que nous aurons tout à l'heure, et puis les réactions des autres chroniqueurs également, sur cette actualité du côté de la Côte d'Ivoire. Alberto Mardoché Gounou, vous dites que le ciel politique cette semaine est plombé, les masses d'air chaud et froid se sont croisées, et sur les radars, vous avez aperçu les premiers signes, les signes d'un grand orage électoral en formation. Christian Adandijan, tout a commencé le 1er août dernier sur le boulevard de la Marina, où le président Patrice Talon a célébré ce qui fut son dernier défilé dans son costume de président de la République à l'occasion de la fête nationale du Bénin. Un soleil intense a rayé sur la cérémonie, mais dans l'atmosphère, on sentait déjà l'humidité politique monter comme un signal silencieux d'une transmission prochaine de témoins. Allons voir de près ce qui s'est décidé dans ce ciel politique. D'abord, le 28 juillet, le chef de l'État a convié environ 200 jeunes de différentes couches socio-professionnelles au palais de la République, et au détour d'une prise de parole d'un jeune leader, Patrice Talon a révélé calmement mais clairement qu'il est toujours en contact avec son prédécesseur, l'ancien président Bouni Yahi, et qu'il s'échange presque tout le temps. Comme un écho au vent, l'ancien président Bouni Yahi a soufflé sa propre réponse sur les réseaux sociaux. La dernière fois que je l'ai appelé, c'était pour lui demander la libération d'un jeune opposant, un membre des démocrates. Résultat, s'est chargé d'électricité, une atmosphère lourde entre deux anciens orages qui ne sont peut-être pas prêts à se dissiper. À ce stade, il est difficile de dire s'il s'agit d'une accalmie masquée ou d'un courant polaire qui annonce une nouvelle tempête politique. Mais pendant que les deux anciens alliés se challengent à distance, des prises de parole secouent l'air. Ces dernières semaines, le porte-parole du gouvernement, tel un baromètre mobile, s'est signalé sur tous les fronts. Plateau télé, radio, débat en direct, apparition sur Facebook et live sur TikTok pour répondre aux critiques souvent face à des jeunes figures de l'opposition. Mais il n'est pas seul sous cet orage. D'un côté comme de l'autre, les nuages s'épaissent et les interventions médiatiques deviennent de véritables coups de vent croisés. À ce rythme, on se demande si les voix qui montent dans le ciel n'y sont pas en prélude aux grands ouragans en approche. La présidentielle de 2026, est-ce l'arrivée de cette échéance qui fait grimper la température de tous les côtés, ou bien un vent de panique discret qui pousse chacun à prendre les devants? Ce qui est certain, c'est que la météo politique est devenue bruyante, instable, orageuse, et chacun y va de sa sirène d'alerte. Sur le terrain, les vents soufflent dans toutes les directions. Du côté de la mouvance présidentielle, les deux géants que sont l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain poursuivent tranquillement leur descente dans les localités. Mais ne vous y trompez pas, les deux formations se regardent, s'évaluent, se mesurent même à distance comme deux masses d'air chaud essayant d'éviter la collision. Tout indique que des travaux sont en cours dans les coulisses à l'abri des éclairs publics, comme pour éviter une tempête interne avant l'heure. La stratégie semble claire: ensemencer les nuages, puis frapper fort au moment opportun le bon candidat sous la main. Pendant ce temps, chez les démocrates, le ciel est gris pour la désignation de son candidat. Aucun signal clair, aucune date officielle. Militants et populations attendent. Les observateurs météo, eux aussi, s'inquiètent. Que va-t-il advenir avec les ambitions qui s'alignent à force de calquer la stratégie sur les mouvements de la mouvance? Les démocrates pourraient bien rater l'éclair s'il est vrai que l'orage de 2026 est encore à distance. La pression monte et la Sénat, elle, a déjà fixé la date plafond. Que l'on soit dans une barque de la mouvance ou sous un parapluie d'opposition, personne ne peut trahir le calendrier. Ajoutons à cela une autre zone de turbulence, la création
du bloc de la troisième voie lancé par la nouvelle force nationale NFN en complicité avec certains leaders de l'opposition et même quelques anciens soutiens déçus de la majorité présidentielle. Oui, ces derniers, après avoir goûté au soleil du pouvoir sans y trouver ni parasol ni chaise longue, semblent avoir décidé de se chercher un autre abri ou de créer leur propre orage. Présenté comme une fraîche brise réformatrice, cette troisième voie ressemble parfois à un courant d'air troublant qui coupe la dynamique de l'opposition. Alors, s'agit-il d'un vrai changement climatique ou juste d'une petite brise montée de colère? Nous suivons de très près. Et au milieu de tout cela, la FCBE, cette vieille pluie fine que l'on croyait évaporer, recommence à tomber doucement sur certaines localités. Elle aussi cherche une fenêtre météo pour s'installer. Bref, les fronts se forment, les masses s'agitent et même si les éclairs ne sont pas encore au zénith, le vent tourne clairement vers avril 2026. C'est désormais une question de thermomètre et de timing. Les partis peuvent encore différer, contourner, tester même, mais ils ne pourront pas esquiver la tempête électorale annoncée. Amis téléspectateurs, rangez vos parapluies. Moi, de mon côté, je range mon caméscope en attendant de vous retrouver dimanche prochain. Mais avant, sachez que le climat politique ne sera ni sec, ni doux, ni prévisible. Une forte activité atmosphérique est en cours et ce n'est qu'un début. Et voilà, avec les propos et les annonces faites par le chef de l'État, la forte activité certainement va prendre corps à partir de cet instant. Et vous nous reviendrez dans une semaine pratiquement dans ce même exercice, dans votre chronique, la chronique politique, la météo politique. Merci à vous, merci. Alberto Mardoché Gounou. Vous nous revenez donc dans une semaine et ce sera toujours avec un gros plaisir que nous allons vous recevoir sur le grand rendez-vous. Eh bien, le 1er août 2025, c'est désormais du passé. Ça, vous le savez, le président Patrice Talon, au terme du défilé à la place de l'Amazone, a sonné la fin de son épopée à la tête du Bénin démocratique, le chef de l'État, dans une interview dans la foulée, à la fin du cérémonial, dit être reconnaissant de l'honneur qui lui a été fait durant ces 10 années passées à la tête de l'État. Il dit avoir été au bout de ses efforts en travaillant avec bonne foi, même s'il s'était souvent trompé, n'étant pas Dieu. Patrice Talon a demandé aux Béninois de lui pardonner ses insuffisances. Il croit au potentiel du Bénin et pense que demain sera encore meilleur à aujourd'hui. Eh bien, ce soir, mesdames et messieurs, dans la suite de ce grand rendez-vous, le débat avec nos chroniqueurs à suivre dans un instant, l'éditorialiste Omar Salouf, qui, comme nombre de nos concitoyens, fait le constat d'une descente en douce de Patrice Talon. Juste après, vous aurez les vues du web avec les commentaires des internautes sur certains sujets. Aux commandes, ce sera Marc-Johannes Goudjanou. On observe la pause et puis l'édito. Les points de vue avec nos chroniqueurs à partir de cet instant. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur le grand rendez-vous. Bienvenue à chacun et à tous. C'est Herman Nyamboussou, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Christian de Légion. On va se souhaiter bonne fête de l'indépendance, même si c'est déjà passé. Hein. Oui, c'est absolument. Voilà. Bonne fête de l'indépendance, ça fait 65 ans. Le vendredi dernier, 1er août. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir à vous, Hamza Tablaï. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Bonsoir à vous, Sergino Lokossou. Bonsoir Christian, bonsoir à tous. Merci d'être là. Bienvenue. Et notre éditorialiste qui est en place, Omar Salouf, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Christian, bonsoir aux amis téléspectateurs. Alors, on va toujours parler de cette célébration, la fête du 1er août. On continue toujours d'analyser les contours de cette fête et surtout d'analyser les actes posés par le chef de l'État, ses prises de parole, ses actions et bien d'autres. C'était le dernier 1er août de Patrice Talon à la tête de l'État béninois, des présages d'une descente en douce et de 10 pour Patrice Talon. Vous faites le constat, comme tous les Béninois en Marsalouf. Oui Christian, 1er août 2016, 1er août 2025, le temps est passé, les parades se sont enchaînées. Une 10e parade qui classe le président Patrice Talon, 3e président béninois de l'ère démocratique, à détenir le record de 10 célébrations du 1er août après Mathieu Kérékou et Boni Yahi. Ce vendredi 1er août 2025 était particulièrement chargé d'émotions avec
Un Patrice Talon visiblement heureux et fier. Heureux d'avoir tenu le pari d'une excellente organisation des fêtes nationales successives sous son mandat. Heureux et fier, et surtout fier de laisser en héritage un Bénin redoré qui croit en son destin. Et à la veille de ce 1er août, Omar, nous avons vu le président multiplier des sorties et des rencontres. Oui, conscient de la fin de son règne, l'homme du 6 avril 2016 profite bien de sa dernière danse. Il multiplie les sorties et les rencontres avec les forces vives de la nation. Depuis quelques jours, en effet, comme pour faire ses adieux, Patrice Talon reçoit à tour de rôle élus communaux, municipaux, chefs d'entreprise, parlementaires, jeunes, artisans et autres. À chaque rencontre, il fait le bilan et projette le Bénin de ses rêves. Un Bénin où il fait bon vivre pour tous. Il insiste également sur sa volonté de céder le fauteuil au thème de ses 2 mandats constitutionnels. Cette question, sur son départ, commence à l'agacer. D'ailleurs, a-t-il dit, et il n'en dira pas plus, pour faire comprendre aux Béninois que nul, fût-il président de la République, n'est au-dessus de la Constitution. À travers ces rencontres, Patrice Talon décline tout heureux les points saillants de son testament politique. Il montre le chemin, oriente sur les chantiers futurs autour desquels les Béninois, toute obédience, toute catégorie confondue, doivent s'unir pour un impact de développement réel. Il fait le vœu de vivre longtemps pour voir ses successeurs faire mieux que lui. Mais pour le moment, les Béninois continuent d'espérer qu'il a encore bien de choses à faire au cours des quelques mois qui lui restent à faire et de laisser un pays pacifié après les tumultes nés des réformes politiques. Justement, au-delà de ces rencontres, doit-on s'attendre à des actes forts? C'est justement la question que se pose bon nombre de Béninois, et surtout quand il s'agit des prisonniers dits politiques, des exilés et autres Béninois en difficulté avec la justice. S'il est vrai que la justice doit rester indépendante, il n'en demeure pas moins que plusieurs mécanismes existent pour trouver des situations atténuantes à des citoyens en difficulté. Le chef de l'État peut en être l'instigateur sans pour autant être taxé d'influer sur des décisions judiciaires. Du haut de sa posture du chef de la majorité parlementaire et au-delà de la grâce présidentielle classique accordée à l'occasion de chaque fête nationale, le président de la République est appelé à tourner un regard vers ces catégories de concitoyens. Un tel acte grandeur nature ne viendrait que confirmer sa volonté de voir les Béninois de toute obédience politique s'unir autour du prochain président de la République pour construire ensemble un Bénin fort. Ce serait également pour Patrice Talon l'occasion d'enclencher une descente en douce pour ensuite être porté en triomphe. Omar Salouf, c'était votre réflexion sur les actes posés par le chef de l'État Patrice Talon ces derniers jours, ces dernières semaines. Nous ouvrons ici les discussions pour recueillir les réactions de nos débatteurs en plateau. Oui, visite, rencontres, propos tenus. On a vu également, juste après le défilé militaire du 1er août, le chef de l'État en ambiance au palais de la Marina, la salle du peuple, avec des acteurs invités. Une fin de règne, devrait-on dire, en douce? Je vous pose la question, Sergino Lokossou. Oui et non. Oui et non. Oui et non. Oui, expliquez-nous. Oui et non, parce que je crois que le président de la République a montré, comme vous l'avez rappelé, dans ces différentes rencontres avec les corps constitués, les différentes composantes de la société, on va dire ça comme ça, on a constaté qu'il a quand même montré la symbolique de la termitière qui devrait qui devrait présider toute gouvernance, tout développement. Il faut que la terre soit ajoutée à la terre sans trêve ni répit, pour ne pas dire dans un mouvement perpétuel. Et lui-même, plus loin, le 1er août, il a lui-même constaté
et que ces actions, les actes qu'il a eu à poser, que ces actes ne souffrent pas ne souffrent d'insuffisance. Et il allait même jusqu'à demander pardon au peuple béninois. Justement, on va revenir sur ce pardon tout à l'heure. Oui, je crois que pour montrer que ces rencontres, c'est pour dire oui, je suis le président de la République, j'ai quand même essayé de mettre en place un certain nombre de réformes. J'ai essayé de gouverner comme je le peux et donc il faut que je rencontre ces gens-là pour savoir un peu comment il faut remodeler les choses, comment il faut faire pour que les uns et les autres puissent se sentir concernés par ce qui est fait au niveau, enfin au sommet de l'État. Lui-même, il a dit, il est un humain. Et l'humain, tout ce que l'humain fait, l'humain n'est pas Dieu. Il y a aussi des erreurs qui peuvent être faites. Donc je crois que l'un dans l'autre, c'est qu'il est en train de montrer qu'il est un président de la République qui est à l'écoute de son peuple, première chose, et qu'il est un président qui veut quitter le pouvoir, mais en n'ayant pas honte dès qu'il ira au tribunal de sa conscience, parce que au-delà des critiques qui viennent de gauche et de droite par rapport à sa gouvernance, lui-même, il constate et qu'il y a des choses qui ne se passent pas bien. Et donc, c'est pourquoi il a initié ces genres de rencontres, des rencontres de vérité où j'ai vu des gens qui ont parlé sans filtre, qui ont dit la vérité droit dans les yeux du président de la République, et lui-même aussi, il a dit sa vérité, peut-être sans filtre. C'était des échanges francs entre différents acteurs. Après, on va faire le tour rapidement avant d'aller en profondeur. Oui, sur la forme, Herman Laniamboussou, Patrice Talon qui était la tête dans le guidon, qui fonçait, histoire de véritablement réaliser les promesses qu'il a eu à faire au peuple béninois à travers les PAG 1 et 2, mais à la veille de cette célébration du 1er août, nous avons vu, il avait rencontré les maires, les secrétaires généraux et bien d'autres. Ensuite, il y a eu les opérateurs économiques, nous avons vu la jeunesse béninoise et par la suite les présidents d'institutions, les députés à l'Assemblée nationale. Des rencontres qui sont venues pour vous à point ou un peu tard? Pour moi, c'est des rencontres qui sont venues un peu tard. Ces rencontres auraient été peut-être vite organisées, que Patrice Talon se serait rendu compte de certains choix ou des erreurs commises dans certains choix, et aujourd'hui peut-être qu'on serait déjà en train d'harmoniser tous les points de vue. Et quand je vais prendre pour exemple ce que la personne handicapée, il y a un des parmi les jeunes, il y avait un qui était handicapé et qui a soulevé une inquiétude. Et tout de suite, Patrice Talon a compris que, attention, quelque chose devrait être fait pour essayer de corriger cette inégalité-là. Il y a également les émigrants qui ont parlé et qui ont dit, nous avons besoin d'avril. Il a dit, on n'y a pas pensé. Et il a fait savoir, puisque les émigrants l'attendaient sur le point de, oui, est-ce qu'il va tenter de les reconvertir? Il a dit non, que lui n'est pas pour la reconversion des émigrants, parce qu'on ne reconvertit pas quelqu'un dans un métier qu'il n'aime pas. Donc je pense que ça fait partie des choix, ou ça fait partie ça aurait été des rencontres, des échanges un peu plus vite organisés, que oui, Patrice Talon allait comprendre que le peuple attend beaucoup de lui, et peut-être aurait expliqué au peuple certains choix stratégiques qu'il a eu à faire. Je pense que ces rencontres sont venues pour moi un peu très en retard. Il est en train de finir son mandat. Est-ce qu'il a encore la possibilité de l'ajuster, ce qui peut encore l'être? Je pense que si ça avait été fait un peu plus tôt, à mon sens, ça aurait permis de corriger beaucoup d'impairs. Oui, votre analyse, Hamza Tablaï. Alors, je pense que... Sergino, oui, le Kossou. Il a botté en touche quand il s'agissait de parler de la fin du règne du chef de l'État, en disant oui et non, en évoquant ce fameux paradoxe. Pour moi, clairement, le chef de l'État est en fin de mandat, et je pense qu'à plusieurs reprises, il a dit qu'il n'y aura pas de marche en arrière par rapport à cette question de fin de mandat. Donc il est dans la posture d'un chef d'État sortant. Et dans cette posture, bien sûr, le discours change. Le discours de l'homme fort, le discours de l'homme qui représente le pouvoir, ça change, puisqu'il sait qu'il est en train de partir. Il est en train de léguer un héritage qu'il va falloir aussi assimiler. Et je pense que c'est le combat le plus dur qui lui reste à mener, c'est-à-dire qui, pour assurer la continuité de ces 10 ans au sommet de l'État, qui, pour assurer
l'homogénéité politique, sociale, économique également qu'il a réussi à construire sur toute cette durée. Ça, c'est une chose. L'autre chose aussi, et je reviens par rapport au propos d'Hermon, je trouve et je suis d'accord qu'attendre 9 ans, voire même 10 pour rencontrer les jeunes, ça n'a tout de même pas de sens en réalité, parce que la jeunesse, c'est un sujet qui fâche depuis le début. Et je trouve que les jeunes, à entendre déjà le chef de l'État, il a compris que les jeunes ont une certaine attente vis-à-vis de lui. Vous les avez sentis fâchés? Mais les jeunes, ces jeunes qui y étaient. Alors, ces jeunes qui y étaient, ça reste un autre débat, mais je parle des jeunes, en réalité, de cette République. Des jeunes qui se sont exprimés à travers le baromètre qu'on sait qui constitue les élections, puisqu'à chaque élection, on a le baromètre du taux de participation de la jeunesse. Et si vous suivez ce baromètre, on est parti en descente. En réalité, c'est-à-dire de 2016 à 2020. Vous avez noté un certain désintérêt? Au fil des élections, non seulement il y a des intérêts, mais il y a une absence complète des jeunes vis-à-vis de ces joutes électorales. Et on se disait, attention, il y a quelque chose qui se passe, il va falloir peut-être prendre en considération cette jeunesse. Ça n'a pas été fait. Alors, je ne dirais pas que rien n'a été fait, puisqu'il y a eu des agences qui ont été mises en place, des agences nationales, pour essayer tout de même d'impliquer la jeunesse, de leur trouver des solutions, mais ça reste insuffisant, mais sur une échelle considérable. La deuxième chose vis-à-vis de mon propos, c'est qu'à travers 4 secteurs que moi j'ai réussi à identifier, l'éducation, le social, la santé, le volet formation, emploi et insertion, il n'y a pas eu grande chose pour les jeunes. En finalité, c'est ce qu'on va retenir en réalité de Patrice Talon. Quand il s'agira des jeunes, parce que j'ai bien d'autres points, bien sûr, il y a de très belles le développement, c'est choses autour de cette jeunesse. Oui. Donc, au niveau de l'éducation, quand vous suivez les taux de scolarisation de la jeunesse aujourd'hui, des jeunes filles, je pense qu'on est retourné un tout petit peu en arrière. Et ça, c'est un bilan négatif. Et justement, il a dit que ça fait partie de ses regrets pour n'avoir pas réussi à ce niveau. Regretter ne résout aucun problème. Ça, vous le savez autant que moi. En tant que chef d'État, en tant en tant que père de la nation, vous avez obligation de trouver des solutions. Les regrets 10 ans après, ça, c'est pas grand-chose. En revanche, sur certains points que je citais tout à l'heure, notamment la santé, qu'est-ce qui a été mis en place pour que les jeunes puissent, ne fût-ce un tout petit peu, bénéficier d'une allégeance au niveau du système sanitaire? Pas grand-chose non plus n'a été fait. Au niveau social, je puisse comprendre que le chef d'État, dans sa posture, ne puisse pas prioriser le social. Mais il a expliqué, bien sûr, dans cet échange qu'il a eu avec Guy Mitopé, de les démocrates, il a expliqué ce qu'il mettait dans le social. Oui. Ce qui a fait la chute des régimes communistes, ce n'est pas le social, ou plutôt c'est dans l'autre sens. C'est parce que ces régimes communistes, et j'indexe bien sûr Lénine, j'indexe bien sûr Staline, et tous ceux qui s'en est suivi après, tous ceux-là sont tombés, tous ces régimes sont tombés parce qu'ils n'ont justement pas suffisamment impliqué le social. Donc, vous sortez le social du communisme, la machine tombe. Vous sortez le social même de la machine de la démocratie, dite démocratie paisible, la machine tombe aussi. Donc, je trouve que le social doit être repensé. Le social, ce n'est pas fait des dons. Non, le social, c'est avant tout pour le reste du temps. Pour le reste du temps, puisque nous parlons de Patrice Talon. C'est surtout dans la durée, puisque je dis très souvent que le social coupe plus vite que le politique. Mais l'homme politique, souvent, n'arrive pas à intégrer l'aspect social comme étant un aspect qui soit plus efficace, plus efficient que ça. Omar Salouf. Oui, d'abord, il faut déjà reconnaître que on voit de plus en plus un Patrice Talon heureux d'avoir parcouru le temps, d'avoir donné le meilleur de lui-même, même si, bien évidemment, il reconnaît qu'il a des regrets. Même s'il pense qu'il aurait dû mieux faire certaines choses, on le voit quand même dans une posture de président en fin de mandat qui tente un tout petit peu de se rattraper sur certains points. Il a pris du temps avant de faire certaines rencontres, mais je pense peut-être que c'est parce qu'il a estimé, à tort peut-être,
qu'il fallait forcément rompre avec une certaine manière de gouvernance, surtout quand on hérite d'un pays laissé par Boni Yayi qui était beaucoup plus ouvert à faire du social. Patrice Talon est arrivé pour faire croire ou bien pour montrer qu'on n'a pas besoin de populisme, qu'on n'a pas besoin des rencontres à tout moment pour bien gouverner. Et cette posture a fait véritablement qu'il s'est rendu compte par la suite ou par la fin qu'il devrait en réalité régulièrement initier ces genres de rencontres pour écouter. Parce que si c'est à la fin de son mandat qu'il rencontre les chefs d'entreprise, comment il a pu régler leurs problèmes pendant 10 ans sans les avoir écoutés? Comment il a pu régler le problème des jeunes pendant 10 ans sans les avoir écoutés? Et dans toutes les autres sphères composantes de la société. Et donc, c'est un défi pour le prochain président qui doit savoir concilier ses écoutes de façon régulière et puis la bonne gouvernance qu'il est en train de laisser. Je vois aussi un Patrice Talon fier de son mandat, fier d'avoir réussi sur bien de plans, fier de voir maintenant qu'il est temps qu'il laisse la place, parce que constitutionnellement, le débat ne devrait pas se poser. Il est à la fin de 2 mandats constitutionnels. Il laisse la place à quelqu'un d'autre. L'autre défi, c'est qui choisir, qui mettre dans sa continuité pour que tout ne soit pas plombé. Tous les efforts qu'il a eu à faire, tout le sacrifice qu'il a eu à faire ne soit pas vain par la suite. Alors, c'est un aspect que nous allons aborder tout à l'heure, puisque on va le rappeler, le chef de l'État, Patrice Talon, n'a pas manqué l'occasion de lui dire que personne ne va l'attacher dans le fauteuil présidentiel, qu'il va s'en aller, qu'il a vieilli, mais qu'il sera très actif avec la jeunesse, avec les Béninois, pour le choix de celui qui présidera la destinée du Bénin. Mais avant de revenir à cet aspect du discours politique et du débat que nous sommes en train de mener ici ce soir, à la fin du défilé, on a écouté dans une interview exclusive le chef de l'État dire qu'il était reconnaissant de l'honneur que lui a été fait par le peuple béninois tout au long de ces 2 mandats qu'il est en train de passer à la tête de l'État. Il dit avoir été au bout de ses efforts en travaillant avec bonne foi, même si quelque part il s'est trompé, n'étant pas Dieu. Patrice Talon a demandé donc aux Béninois de lui pardonner. Vous avez commencé à ébaucher la question à un moment donné, je vous redonne la parole. Oui, le pardon du chef de l'État pour les insuffisances, puisqu'il pense au potentiel des Béninois par la suite et qui pensent que le Bénin a un meilleur avenir demain. Je pense que quand on prend de la hauteur de l'épaisseur intellectuelle, on comprend, si on veut analyser en tant que lecteur et observateur de l'actualité politique depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, après la rencontre avec les jeunes et après le défilé qui a eu lieu lors du 1er août, et cette interview donnée par le président de la République, quelque part, toute proportion gardée, lui-même reconnaît qu'il a fait mal. Il reconnaît qu'il a fait mal au peuple. Et que, en demandant pardon. En demandant pardon. Pour certains de ses choix. Oui, justement, dans certains de ses choix, il a fait mal. La preuve, lors de la libération des espaces publics, par exemple, il y a quand même eu beaucoup de difficultés. Enfin, le peuple a ressenti beaucoup de difficultés. Il y avait peut-être une certaine incompréhension. Oui, une certaine incompréhension. Et on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Le développement, pour rendre belles les villes du pays, il faut quand même qu'il y ait ce genre d'initiative, je le reconnais. Donc, et qui s'excuse, s'accuse. Donc, le chef de l'État a eu, on va dire, l'humilité nécessaire pour présenter à ce peuple-là, le peuple béninois, ses excuses. Enfin, la politesse s'y est quand même que le président de la République puisse lui-même reconnaître cet ordre dans le choix de certaines réformes menées au sommet de cet État. L'autre chose qu'il faut souligner, c'est que c'est vrai que c'est difficile. Et moi, je dis que chaque dirigeant vient avec sa méthode, sa façon de fonctionner. Et lui-même, il a dit au début, quand il rencontrait les corps constitués, il disait « j'ai beaucoup voyagé. Je suis allé dans beaucoup de pays tels Singapour et consorts, et j'ai envie de faire comme ils l'ont fait dans ces pays-là. » Et donc, pour le faire, il faut quand même qu'il y ait de ces ans d'opération. Il faut casser les populations, il faut faire un certain nombre de choses.
il faut... beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices au niveau du peuple. Donc je pense que sur le fait, il a reconnu lui-même que... il reconnaît que quand même le peuple souffre. Moi je pense que mon analyse va dans ce sens-là. Il reconnaît que quelque part, il y a eu des réformes qui ont fait mal. Qui ont fait mal. Et le chose qu'il faut dire également, je pense que il a réitéré à maintes reprises qu'il ne va pas rester au pouvoir. On va l'aborder avant la transition sur d'autres cas de figure dans d'autres pays. Oui, on vous écoute. Hamzat Ablaye sur, je dirais, les derniers propos du chef de l'État à la fin du défilé. Alors, comment vous avez analysé cela d'abord? Oui, moi ça m'a surpris. Oui, c'est une surprise, ça c'est vrai. J'ai toujours cru que le chef de l'État était un jusqu'au-boutiste, je ne lâche pas un seul mot, enfin je ne lâche pas le bout de la corde jusqu'à la fin. Ça m'a surpris, croyez-moi. Mais pour moi ça dénote certainement un malaise aussi à l'interne. C'est-à-dire on prend des décisions, on fait des réformes, sans réfléchir aussi au côté néfaste de ces réformes. Et je pense que c'est tout ça qui l'a rattrapé, peut-être à la veille de son départ. Ça, c'est une chose. La deuxième chose quand on le lit au bout, il l'a martelé quand il dit qu'il n'était pas Dieu. Et il peut se tromper dans ses choix. Bien sûr, je pense qu'il est humain comme tout le monde. Voilà. Et finalement, il ne faudrait pas qu'on oublie cet aspect. Même un chef de l'État reste un être humain et est susceptible de commettre des erreurs. En revanche, reconnaître ces erreurs telles qu'on l'a connues, c'est-à-dire jusqu'au boutiste, c'est-à-dire conservateur vis-à-vis de ses valeurs, vis-à-vis de ses principes, reconnaître ces erreurs, eh bien, moi je trouve ça nouveau. Est-ce que ce n'est certainement pas aussi une démarche pour ouvrir le chemin par rapport à ce qui va arriver? Parce que qu'est-ce qui va arriver dans quelques semaines? Je pense qu'on sera confronté au choix difficile, et j'insiste là-dessus, ce sera un choix difficile pour lui de désigner un dauphin. Je le dis directement ainsi parce que, en principe, après cette réforme du système partisan, c'est les grands partis politiques qui sont tout de même chargés de désigner leurs candidats aux différentes élections. Mais jusqu'à l'heure où nous parlons, je pense qu'il n'y a pas eu un seul parti qui se soit prononcé sur la question. Est-ce parce qu'ils attendent justement cette difficile décision du chef de l'État de désigner un dauphin ou les dauphins? Est-ce parce que justement la machine venant du sommet ne s'est pas encore décidée pour opérer ce choix? Donc je trouve que tout ceci va rester dans ce contexte ferme. Je pense que les analyses qu'on doit faire doivent également entrer dans ce cadre bien précis, c'est-à-dire comment ça va se passer les prochaines semaines, les prochains mois. Et surtout, comment se préparera les élections générales qui vont décider certainement du sort de ce bilan du chef de l'État. Parce qu'il faut le rappeler, et ça un chef de l'État français l'a dit, votre bilan est souvent votre boulet. Vous auriez beau faire des réformes, enfin, c'est lors d'une élection qu'on va vous sanctionner justement à cause des résultats. Je pense que les derniers propos de Patrice Talon qu'il a tenu à la fin du défilé de ce 1er août nous montrent quand même que l'homme il a pris de recul. Ça nous montre qu'il a eu des regrets aussi. Hein, parce qu'un chef d'État, c'est vrai que d'aucuns me diront que c'est une interview qui a été tirée comme ça sur le volet. Non, je pense que c'est un truc qui a été bien préparé. Parce que c'est de mémoire de Béninois, sur les 10 ans de Patrice Talon, on n'a jamais assisté à un bain de foule comme ça à la fin où il a été suivi par un journaliste jusqu'à ce niveau-là. Donc je pense que ça a été un truc bien préparé. Il savait déjà qu'il devait dire un mot. Et oui, quand il dit de l'excuser, qu'il prenne ses excuses, de le pardonner pour ses insuffisances, il n'y a pas que les insuffisances. Insuffisances dans quel sens? J'ai suivi par exemple Patrice Talon au cours de sa sortie avec les jeunes, quand il disait par exemple que oui, que si jamais au bout des élections législatives on n'arrivait pas à obtenir, on entrait dans l'impasse, qu'on devait recourir à la Cour constitutionnelle pour pouvoir trouver des solutions. Je pense que c'est, pour ma part, c'est un peu tiré par les cheveux, que d'attendre d'abord d'aller aux élections législatives, de constater déjà au Parlement, et c'est en ce moment-là qu'on recourt à la Cour constitutionnelle. Je pense que c'est partie des éléments qu'on aurait dû corriger. Je pense que
Oui, pour un homme qui nous a montré qu'il a gouverné, pardon, pas avec d'une façon martiale, militaire et tout, à la fin reconnaître que oui, qu'il a des suffisants, je pense que on aurait dû. C'est pourquoi il dit, pour moi, c'est des propos qui viennent après coup. On aurait dû, pendant longtemps, faire cet exercice-là. Et je rappelle également, quand il rencontrait les jeunes, il a dit oui, que désormais la salle du peuple sied à de pareilles rencontres. Boni Yayi le faisait. Boni Yayi l'a fait tout le temps. Et au début du mandat de Patrice Talon, sur les 8 ans, il a fait l'option de ne pas organiser cette rencontre-là, de ne pas échanger avec les couches. La présidence de la République était en rénovation. C'était en rénovation sur plusieurs. Bon, je comprends votre relance, mais sauf que nous étions là-bas, on a vu que Boni Yayi recevait des couches, recevait les couches de la société, les émigrants, les femmes des marchés et tout, avec lesquels il fait des échanges et qui lui permettaient sans doute d'ajuster. C'est peut-être ça qui a fait de Boni Yayi, c'est pas bonheur qu'on a connu de lui. Patrice Talon, je pense que c'est ce petit bout qui n'a pas su lâcher, ce laisse-là. C'est ça qui aujourd'hui constitue ces quelques dressements de dents qu'on a pu noter durant son magistère. Je crois qu'avec la succession des rencontres, des sorties, ça annonçait déjà qu'il finira par sortir un mot comme il présente ses excuses, il demande pardon au peuple béninois. Sergio a rappelé que qui s'explique, qui s'excuse s'accuse, voilà. Mais moi je vais dire plutôt que qui s'explique trop demande indirectement un certain pardon. Parce que quand on l'a vu avec les jeunes, il a pris le temps d'expliquer beaucoup de réformes, beaucoup de choses qu'il a eu à faire durant son mandat. C'était pour moi une manière de dire que oui, j'avais la tête dans le guidon, je me suis donné des obligations de résultats. Voilà, à la fin de mon mandat, il fallait que je vous explique comment les choses se sont passées pour que vous ne me voyez pas pendant que je vais quitter la fonction, que vous ne me voyez pas comme le diable qui a gouverné le Bénin pendant 10 ans. Et donc, c'était annonciateur de ce pardon-là. Et je crois que, je l'ai rappelé au début, ça aurait été des choses qui arrivaient de façon périodique, des rencontres périodiques qu'on ne serait pas en train de parler en ces thèmes aujourd'hui. Ce que je note également, c'est, je reviens sur les défis qui attendent le prochain président de la République parce qu'il est en train d'ouvrir des vannes pour que le prochain président de la République prenne en compte tout ce qu'il n'a pas pu faire, Patrice Talon, tout ce qui a manqué à sa gouvernance, les insuffisances dont il parle pour que le prochain président, j'insiste sur ça, puisse faire un alliage entre bien gouverner, mais rester proche du peuple, rester proche des forces vives. Et ne pas tomber dans le populisme. Et ne pas tomber dans le populisme. Oui, allez-y. Il faut le dire parce que l'indépendance, si je prends l'indépendance, c'est dans tous les domaines de la société, c'est dans tous les aspects de la société. C'est la sécurité, c'est la santé, comme l'a rappelé Hamzat, c'est la sécurité, la santé, l'éducation, un certain nombre de choses. Est-ce que aujourd'hui, on va dire ça comme ça? Parce que bon, moi je dis, l'indépendance des 65 ans, on ne doit pas seulement voir les 10 ans du président Patrice Talon. Depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait en ce qui concerne la sécurité? Parce que les réalités d'aujourd'hui en matière de lutte contre la sécurité ne sont pas les mêmes que les réalités de 90 en matière de lutte contre la sécurité, l'insécurité. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des terroristes qui sont là. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, j'ai suivi le vendredi dernier, 1er août, le défilé militaire, mais j'ai eu quand même de la peine pour les parents des victimes qui ont été tués. Je parle des gens, enfin, des forces armées tuées, enfin les hommes en uniforme tués par les terroristes. Parce que je dis, quand vous êtes parent et vous avez l'habitude de voir votre fils défiler devant vous à l'écran et que il n'est plus là parce que du fait du terrorisme. Donc je pense que c'est également ça l'indépendance. Et il faut que le prochain président, parce qu'il est finissant, il a dit, le président Patrice Talon, il a été clair, il a insisté plusieurs fois. Ces dernières années, ces derniers mois, nous allons aborder à part de ces destins. Vous avez quelque chose à ajouter? Sur les sujets abordés, si vous voulez, on peut quand même commencer par parler de l'emploi. Patrice Talon a dit qu'il a préféré déréguler l'emploi
pour créer des emplois. Et il a choisi pour se faire, c'est pas l'exemple de la nounou, l'exemple du chauffeur. Je pense que... Il y a beaucoup d'exemples. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui aujourd'hui n'est pas bien perçu par la population, c'est la précarisation de l'emploi. L'emploi est précarisé aujourd'hui, de sorte qu'aujourd'hui, on peut prendre n'importe qui, le mettre à la porte demain matin, ou de sorte que... Tout comme fait, le chef de l'État s'est expliqué, mais c'est une explication qui, ma foi, c'est pas, je ne dirais pas que de ça... votre position d'observateur et d'analyste. De la position de juriste également. C'est une question qui n'est pas du tout... Parlons à présent de ce bout de phrase. J'ai vieilli, je m'en vais, personne ne va m'attacher dans le fauteuil présidentiel, je serai actif avec vous pour le choix de celui qui présidera le Bénin. Tout s'est enchaîné, oui. Herman Agnambosou, oui, tout de suite. Oui, c'est normal qu'il ait vieilli. Mathieu Grécoul l'avait déjà dit, le Bénin est trop petit, mais son poids est lourd à porter. Quand on a pris le pouvoir dans les conditions dans lesquelles il a pris le pouvoir, Patrice Talon en exil d'abord. Je crois que ce qui a fait vieillir Patrice Talon, c'est d'abord le temps qu'il a passé en exil, parce que c'est pas donné à tout le monde de supporter tout ce qu'il y a comme situation dans la période. Donc, quand il a pris le pouvoir, il a compris que le chantier était lourd. Et tout de suite, il s'est mis à la tâche. Et bon, voilà. Il a commencé. Bon, à la descente, je pense que c'est l'aéronef qui a décollé en 2016, est en train d'atterrir aujourd'hui. Et faire l'atterrissage en douce. Je pense que c'est pour le bonheur du peuple béninois. Mais toujours est-il que sur certains choix qui ont été faits, c'est des points qui sont restés un peu en travers de la gorge. Les Béninois se disent qui est-ce qui a bien pu conseiller Patrice Talon pour qu'il fasse tel choix et pas tel autre? Est-ce que c'est le désir d'aller plus vite? Est-ce que c'est le désir de faire mieux que les autres? Je pense que après tout, gouverner un peuple, c'est tenir compte des aspirations des 13-14 millions de population de Béninois que nous sommes. C'est faire en sorte qu'à la fin, quand on atterrit, que tout le monde se sente concerné par ce qui a été fait. Aujourd'hui, est-ce que la presse qui avait joué un rôle majeur pour que Patrice Talon prenne le pouvoir en 2016, est-ce que la presse aujourd'hui peut aujourd'hui se bomber le torse et dire oui, nous avons aidé Patrice Talon à venir au pouvoir et nous sommes contents de tout ce qu'il a fait pour la presse? Je pense que c'est des questions qui sont restées en travers de la gorge et malin qui peut y trouver une réponse. Tenir ce genre de propos quand on dit j'ai vieilli, je ne veux que personne ne m'attache dans le fauteuil présidentiel, quand on dit qu'on sera très actif pour le choix de son successeur, le chef de l'État, en fin de mandat, est-il en train ainsi de donner le top de ce qui sera pour 2026? Écoutez, je pense que le chef de l'État a pris conscience qu'il a fait 10 ans à la tête du Bénin et qu'il va devoir partir, mais partir dans quelles conditions? Et surtout, laisser quel type d'héritage aussi. Parce que c'est pas simple, hein, ce genre de questions. Quand vous avez passé 10 ans à construire, à appuyer sur la touche reset, à mettre en place des réformes difficiles, hein, mais qui sont quand même passées pour la majorité, parce que sur ces 10 ans, je pense qu'il a eu à chaque fois le pouvoir législatif acquis à sa cause. Et qu'il a accompagné. Bien sûr, donc je pense qu'il a eu la facilité, hein, plus qu'aucun chef d'État, en tout cas depuis 1990, à gouverner. Patrice Talon est le seul chef d'État qui a, à chaque étape de sa gouvernance, réussi à avoir une majorité mais relativement écrasante dans les assemblées nationales. Et ça, c'est aussi un motif suffisant pour aboutir, ne fût-ce qu'un tout petit peu, à atteindre ces objectifs politiques et personnels. Ça, c'est une certitude. Mais est-ce que cela va continuer quand il va partir? Je ne pense pas, parce que même si son héritage sera consolidé à travers certainement un choix qu'il aura désigné, enfin, dont il aurait certainement donné l'aval avant que ce choix passe, ça ne garantit pas la pérennité de tout ce qui a été construit. Donc, je pense que c'est surtout ce qui veut mettre en avant. La deuxième chose, personne ne l'attachera au pouvoir, c'est pour nous rappeler également les tests de notre Constitution. Après 2 mandats, je ne pense pas qu'il y ait une possibilité d'attacher un chef d'État sur son fauteuil. Et le rappeler ne sert pas à grande chose en réalité. Et en finalité, je termine là-dessus, je pense que celui qui va succéder
Patrice Talon, qu'il provienne de la mouvance, de la famille du chef de l'État ou de l'opposition, espérons d'ailleurs que ça puisse porter, devra faire mieux, devra proposer mieux. Ne doit surtout pas être un choix parce que le chef l'a décidé. Non, il doit plus être un choix qui a une vision, qui a une idée de continuité. Alors, je peux comprendre aussi la vision du chef de l'État. Dernièrement, je pense que la vision 2060, je pense, a été adoptée. Et cela fera en sorte d'alléger le poids du futur chef de l'État, dans une certaine mesure. Mais de l'autre côté, un chef d'État aussi a ses volontés, et doit avoir son programme et projet politique et de société, bien entendu. Là où le bas blesse, et je finis vraiment là-dessus, c'est au niveau du social. Vous savez, la gouvernance de Patrice Talon, on peut le dire, il y a des choses qui ont fonctionné sur le plan économique. On peut voir les chiffres aujourd'hui. Le Bénin est un peu à l'image du Sénégal, de la Côte d'Ivoire sur le plan économique. Le Bénin n'a rien à envier au Nigeria. Le Bénin, malgré les multiples crises qu'il a traversées avec les fermetures avec le Nigeria dans un premier temps, avec le Niger aujourd'hui, a réussi à tenir économiquement et financièrement, ce qui n'était pas donné à la base. Donc, on peut saluer en cela la clairvoyance, on peut saluer en cela le dynamisme, surtout de notre ministre de l'économie et des finances, bien sûr, qui a une vision commune et partagée avec le chef de l'État. Mais derrière, au niveau social, c'est là où le bas blesse. Et le pardon et tout ce qui s'ensuit, je pense que ça se concentre sur ça. Même quand je parle de la jeunesse qui est insatisfaite pour moi, c'est surtout sur cet aspect social. Et social implique aussi quelque part la santé pour moi. Parce que, vous savez, quand on parle de social, tout à l'heure quelqu'un a dit que Boni Yahi faisait des rencontres. Le social n'a rien à voir avec ces rencontres en réalité. Parce que le social, c'est une vision. Être socialiste, par exemple, c'est avoir une vision, c'est mettre en place des plans d'ajustement sociaux capable de drainer en réalité votre population et surtout de protéger votre population. Mettre en place un plan social voudrait dire quoi? Par exemple, je donne un exemple basique. Vous tombez sur l'une de nos routes, l'une de nos belles routes mises en place par justement ce gouvernement, dans un état d'accident grave. Vous atterrissez aux urgences. Il n'y a aucune disposition sociale, aucune, qui puisse vous prendre en charge, que vous soyez jeune ou non. Alors, imaginez un jeune chef d'entreprise qui se démène pour y arriver. Juste après un simple choc, eh bien, il va mettre toute son économie aux urgences sans avoir même une certitude d'être bien soigné. Et c'est ça le drame de l'absence du social. Il a dit que personne ne va l'attacher au fauteuil présidentiel. Je me rappelle lors de son essai de révision de la Constitution pour un mandat unique, il avait précisé, le chef de l'État, que ce n'était pas pour dire en réalité qu'il avait une aversion pour la fonction présidentielle. Et j'ose croire également qu'après 10 ans de parcours, qu'il n'est pas en train de nous dire indirectement que le vieillissement, toute la fatigue qui s'ensuit, lui ont montré que la fonction était épuisante et plus avilissante. Je n'ose pas croire, mais je note tout simplement que la loi fondamentale reste au-dessus de tout le monde et que l'on soit président de la République ou non, ça s'impose à tout le monde. Et moi, je suis souvent choqué qu'on revienne souvent sur ce débat, partira ou partira pas. La question ne devrait pas se poser. C'est vrai qu'autour de nous, il y a des cas qui nous montrent clairement que le chef de l'État, en fin de mandat, trouve toutes les acrobaties pour revenir et pour devenir éternel président de la République. Mais je crois que la culture est davantage instaurée au Bénin pour que nous soyons tous d'accord sur le fait que quand on fait 2 ans et deux mandats, on s'en va et puis on laisse la place à quelqu'un d'autre. Je pense que vieux, actif, je n'ai pas compris où est-ce qu'il va puiser l'énergie. Non, c'est écoutez, pour le moment, il reste dans le jeu. Je ne refuse pas. Écoutez, il a dit que la fonction a vieilli. Et il faut quand même un peu de repos. Quand quelqu'un dit, nous sommes en politique. Il n'a pas fini. Nous sommes en politique. Le mandat n'est pas terminé. Non, évidemment, le mandat n'est pas terminé. Je le sais. Il est toujours dans l'action. Je ne refuse pas. Mais quand quelqu'un dit il est vieux, et il est fatigué, et que la fonction l'a fatigué, il lui faut de repos. Maintenant, rappeler qu'on doit quitter le pouvoir,
ça a été mis dans la Constitution que nul ne fera plus de 2 mandats de toute sa vie. Donc, ça n'est plus possible qu'il soit président après 2026. En fait, je pense que si les commentaires dans l'opinion, évidemment, parce que nous sommes dans un contexte où il ne faut pas avoir confiance aux acteurs politiques, parce que les promesses politiques n'engagent que ceux qui y croient. On a vu dans beaucoup de pays africains, un président a dit que lui ne va plus se voir en train d'être président à 90 ans, mais il a dit, aujourd'hui, il veut aller aux élections. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire ceci, pour dire que on a quand même pris le temps, je parle du peuple béninois, de faire le jeu électoral. Sur cette question, je pense il va finir aujourd'hui pour quand même avoir encore cette peur. Oui, il a rappelé, partira-t-il, ne partira-t-il pas? Et donc je pense que le débat est clos, et non seulement le débat est clos, il faut quand même que les dirigeants qui vont venir après ces dirigeants que nous avons aujourd'hui puissent quand même travailler sur ce côté-là pour que le peuple ait confiance dans ces lois, parce que ce sont les lois qui gouvernent en fait dans un État comme le nôtre, État démocratique, principe de séparation des pouvoirs et tout. Et donc je pense que... Travailler à asseoir la confiance. Exactement, à asseoir la confiance pour qu'à un moment donné, on se dit, mais il a la majorité à l'Assemblée nationale, il peut quand même introduire une loi pour réviser la Constitution et toucher au Herman. Je pense qu'on doit travailler, et c'est partie du chantier sur lequel on attend le prochain président de la République du Bénin. C'est travailler, comme vous l'avez dit avant moi, à asseoir une certaine confiance, à faire en sorte que même s'il a une majorité la plus écrasante, même pas écrasante, même si le Parlement est acquis à sa cause, 100%. Même si c'est son épouse, sa femme directe qui est présidente de l'Assemblée nationale, que jamais dans ce pays, qu'on ne puisse revenir à ces histoires, ces suspicions de partira-t-il pas. Encore que jusqu'à présent, il y a des journaux qui continuent d'écrire. Ils continuent d'écrire qu'il y a telle zone qui ne veut pas que Patrice Talon parle. Je pense que c'est partie des cultures, de la culture qu'on doit travailler à faire enraciner dans nos comportements pour qu'on sache qu'en démocratie... Mais en même temps, moi je me dis, un Patrice Talon, 20 ans au pouvoir, il aurait beaucoup plus atteint ses objectifs. Je ne défends pas ça, mais ce serait une réalité. 10 ans à la tête d'un État nous avons prouvé à plusieurs niveaux que ça ne suffit pas, malheureusement. Et quand vous avez un acteur comme Patrice Talon qui est travailleur... De l'autre côté, rapidement. Ma curiosité habituelle me pousse à me poser une question. Quand on a été président pendant 10 ans et que durant son mandat, on n'a pas vu des clans, on n'a vu que des clans, opposition, mouvement, ça tiraillait, et que à la fin de son mandat, on souhaite avec insistance que dans le prochain Bénin de 2026, que tout le monde travaille ensemble. Je me pose la question, pourquoi il insiste tant à ce que le président de 2026 travaille avec tous les Béninois sans bord, parce que sans considération politique. Est-ce que ce serait possible? Après avoir fait le sale boulot, comme lui-même l'a dit, après avoir touché à beaucoup de choses dans le sens pas forcément positif en ce qui concerne l'impact sur les populations, il faut quand même réorganiser les choses. Je pense qu'il y a un point essentiel. Je finis vraiment là-dessus. On va évoluer. Oui, vous dites. Par rapport à la question aussi de la libération des détenus. Oui, justement, il a apporté sa réponse. Je pense que le pardon dont il parle peut aussi aller dans ce sens. D'accord. Alors, cher monsieur, on va faire très rapidement le tour de table pour vous répondre alors à cette question. Une descente en douce, oui, pour vous? Oui, une descente en douce qui va continuer en faisant ce que Hamzat vient de dire. Il faut porter un regard vers tous ceux qui sont en difficulté avec la justice. En tant que chef de la nation, père de la nation, le chef de l'État, chef de la majorité présidentielle et de la majorité parlementaire, il est en bonne posture pour instiguer dans une réflexion à trouver des situations atténuantes pour tous ces Béninois qui soient au Bénin, en prison ou en exil, incapables de rentrer chez eux. Hamzat, la descente en douce, vous y croyez? J'y crois pas du tout, parce que je disais tout à l'heure, je suis vraiment surpris par ce discours, qui ne montre pas la même image qu'on a du chef de l'État, c'est-à-dire un jusqu'au boutiste. Donc je n'y crois pas. Pour moi, on a une posture de l'homme politique qui veut assurer sa continuité et surtout faire en sorte
qu'il y ait une adhésion populaire vis-à-vis de son prochain choix politique en ce qui concerne son dauphin. Votre analyse, oui. Pour moi, il y aurait intéressé Jean 12 si effectivement Patrice Talon avait réussi en 10 ans à nous montrer du doigt ou tout au moins à positionner quelqu'un aujourd'hui que tout le monde peut voir comme étant celui qui, de la mouvance présidentielle, pourra le remplacer. Aujourd'hui, l'atterrissage ne sera pas en 12 parce que, oui, quand il aura fini d'être très actif dans le choix de celui qui va le succéder, ça va créer forcément des graissements de dents, ça va créer assez de mouvements dans sa propre famille politique. Et je pense que sur ce terrain-là, d'accord. On va revenir sur ce débat. Oui, vous répondez à la question. Oui. Deux choses. Je ne veux pas croire à un atterrissage en 12. Pourquoi? Parce que deux choses me semblent importantes, très importantes. C'est ces choses-là. La première, oui, c'est que la fête aurait été plus belle si ces gens qui ont été détenus avec le qualificatif politique, si ces gens sont en dehors des prisons, si les exilés reviennent, parce qu'il est le président de la... Écoutez, c'est pas fini, le mandat court encore. Je ne refuse pas, il est le président de la République et moi je voudrais que au niveau de la justice aussi, que la justice se montre quand même impartiale et juste même dans cette décision, même pour punir les gens, c'est mon souhait. Deuxième aspect, c'est que oui, je vais rester actif, c'est pour dire quoi? C'est pour dire ça va être la continuité. Et donc, je ferai tout pour que celui qui sera là sera un candidat de mon choix pour pouvoir pérenniser ce que j'ai. D'accord. Il a dit, mais on voudrait bien, que nous avons la certitude. Le pays après 2026 soit quand même un pays bien uni comme lui-même. D'accord, il l'a souhaité. Nous avons la certitude qu'Obéné, le chef de l'État, au bout de son deuxième mandat, va céder le fauteuil présidentiel à un autre. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas encore le cas. Hamza Tablaye, Emmanuel Nebossou, oui, Omar Salouf, oui, moi je trouve que le cas ivoirien était prévisible parce que derrière, vous avez vu, il y a une élimination politico-juridique vis-à-vis de ceux qui sont potentiellement des poids lourds qui pouvaient affronter Alassane Dramane Ouattara. Et aujourd'hui, je pense que même au sein de la famille politique du PDCI, il n'y a pas quelqu'un qui puisse fédérer, il n'y a pas quelqu'un qui puisse être une alternance. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'Ivoiriens capables de gérer la Côte d'Ivoire, de gérer l'héritage laissé par Alassane Dramane Ouattara, mais n'oublions pas que la Côte d'Ivoire revient de loin. La Côte d'Ivoire sort d'une guerre civile, la Côte d'Ivoire sort d'une grosse crise politique qui a fracturé le social ivoirien, qui a brisé même l'économie ivoirienne. Et tout ça a été un nouveau départ sur Alassane Dramane Ouattara qui a réussi à remettre la Côte d'Ivoire sur les rails. Tout à l'heure, dans mon développement, je citais le Bénin sur les pas justement de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Donc, sur le plan économique, Alassane Dramane Ouattara a fait un excellent travail. Mais là, pour ce qui concerne la question de la succession, c'est une grosse question. On ne confie pas un État qui vient de... Allez, je vais dire qui sort d'une guerre civile, qui sort d'une fracture politique et sociale au premier venu. Et je ne doute pas de la volonté, je finis là-dessus, d'Alassane Dramane Ouattara à confier le pouvoir à quelqu'un. Sauf que tous ceux à qui il a pensé sont tous partis. Du coup, je pense que ce choix par défaut fait mal à nous qui sommes des démocrates, à nous qui nous disons en tout cas pensants ou penseurs démocrates. Mais parfois, il faut faire le choix juste, il faut faire le choix de la raison qui n'a rien à voir avec la démocratie. Oui, Monsieur Herman, oui. Parce que quand on fait des choix de régime, il faut respecter les principes qui gouvernent ces régimes-là. La Côte d'Ivoire, personne ne l'a obligé à opter pour une démocratie. C'est vrai, il y a une vidéo de Ouattara qui circule sur la toile en ce moment où il dit que dans beaucoup d'autres pays, il prend l'exemple de l'Allemagne, pardon, où il dit que quelqu'un a son 4e mandat, l'exemple d'autres pays où il n'y a pas de mandat et tout. Donc si dans les thèses de la République, il est dit qu'on fait tel nombre de mandats et puis on finit, on s'en va, je pense qu'on doit pouvoir faire ces choses-là et puis gérer. Je pense que c'est d'abord l'obéissance aux lois qu'on s'est prescrites, c'est Montesquieu qui l'a dit, qui est liberté. Le gros souci, c'est quand
quand c'est ténor, quand ils pensent que c'est eux qui sont les seuls maîtres à pouvoir contrôler ces pays, et le jour où Dieu décide de les rappeler, le pays plonge dans un chaos sans précédent. Le cas de la Libye est là. Il y a beaucoup d'autres pays également qui sont, et on va citer également le cas du Cameroun. Paul Biya est là aujourd'hui, il veut rempiler. Est-ce que cela pense réellement après eux? Est-ce que c'est après moi le déluge qu'ils préfèrent pour leur pays? Je pense que la question reste intacte. D'accord, oui. Je crois que quand j'étais au CC2, ma maîtresse me récitait une poésie. J'ai une orange, je la mange. Quel fruit délicieux, j'en voudrais bien deux. Le pouvoir est ainsi en Afrique. Et donc on l'a dit tout à l'heure qu'il faut quand même travailler à instaurer, à mettre ça dans l'esprit des dirigeants que nous avons, que quand on finit de faire les mandats constitutionnellement inscrits dans la Constitution, il faut quitter. Moi, je pense... Aujourd'hui, écoutez, je vais finir. Dans la Constitution lui permet de revenir. Laissez-moi aller. Non, non. Laissez-moi finir. La Constitution lui permet de revenir. Je ne refuse pas, mais laissez-moi. Il s'est permis d'être candidat dans un contexte surtout de division qui est ambiant. Il faut rappeler une chose importante. C'est mon tour de parole. C'est mon parole. Bien sûr, je ne le dis pas. Mais je veux plus signifier que le choix du retour de Alassane Ouattara comme candidat à la prochaine élection, c'est un choix qui s'impose en réalité pour l'équilibre même de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas travaillé à la J'insiste sur ce passif de guerre civile. Vous savez, des Ivoiriens. Moi, je finis vraiment là-dessus. J'ai eu le temps de parler avec des Ivoiriens qui ont vécu de près cette guerre civile. Personne ne veut faire de retour en arrière et prendre le risque de confier la gestion de l'État à des partis qui veulent imposer la vengeance. Dans une situation d'assurance totale. Non, je ne parle pas d'assurance totale, mais je parle au moins d'un mal qui est moins. D'accord, oui, vous allez finir. Je pense qu'il a dit, je ne refuse pas, il est dans un contexte où il pouvait se présenter, mais il n'est pas, c'est pas seulement un moment qui fait des enfants intelligents en Côte d'Ivoire. Et il y a Thiam qui a quand même l'étoffe nécessaire pour être président de la République. Exactement, il y a beaucoup d'autres personnalités ivoiriennes qui peuvent faire le jeu. Moi, je pense qu'il est fatigué. Et donc, il faut qu'à un moment donné, qu'il prenne les actions. Parfois, le devoir pousse à remettre en cause la parole donnée de bonne foi. C'est pas moi qui le dis, c'est Alassane Ouattara qui le dit. Et c'est pour dire en réalité que tout chef de l'État peut, en fin de mandat, peut se lever en Afrique pour tenir ces genres de propos. Exactement. Pour trouver toutes les gymnastiques possibles pour réviser la Constitution, pour instaurer une nouvelle république, et puis ça tout ce qui va avec, oui. Et il faut mettre en précisant qu'il a donné pour, entre autres raisons, l'insécurité. Tout chef de l'État peut donner pour raison, d'autres peuvent trouver des raisons pour se maintenir au pouvoir. Je crois que il faudra qu'on se remette en confiance entre nous-mêmes et qu'on travaille à ce que les lois que nous nous sommes données soient respectées. D'accord, merci. À tout cas, monsieur, ce n'est pas tant la raison utilisée par le chef d'État pour se maintenir au pouvoir, c'est pas ça qui importe chez moi. Mais c'est ce que devient le pays après lui, quand il va partir comme ça parce que Dieu va le rappeler. Si on doit parler de contexte de crise en Côte d'Ivoire, ça veut dire que même au Libéria aussi, on devait toujours garder, c'est pas celui qui a pris le pouvoir après Samuel Doe, puisque après il y a eu crise également là-bas. Même au Rwanda, c'est vrai que le cas du Rwanda est là, mais je pense qu'il faut travailler à ce que la démocratie puisse entrer dans le Côte que nous suivons de très près. C'est pas bien. Et quand on a 83 ans, qui a travaillé à ce que cette division en Côte d'Ivoire? Je vais répondre à qui a travaillé à ce que les gens puissent rester hors de la Côte d'Ivoire? C'est ça. La démocratie qu'on est en train de mettre en exergue sur ce plateau comme étant la loi fondamentale qui impose 2 mandats, etc. Je pense qu'il faut finir avec ce discours post-colonial. Je le dis pourquoi. Je le dis parce que l'idéologie politique
ont adhéré ces États africains ne correspond pas en réalité à... Personne ne les oblige à faire le feu de la démocratie. Ils auraient pu choisir d'être dans une monarchie. Donc il est élu président, il devient roi, et il est là, il finit, sur le fond le relais, et son petit-fils. Les dernières minutes que nous avons, on va faire un tour. Le débat également, c'est du côté des internautes sur le web. Vous allez rester en place puisque nous allons accueillir ici et maintenant Marc Yones Goudianou qui a lu pour nous quelques sujets qui ont intéressé les internautes, notamment la célébration de la fête nationale du 1er août. On reviendra sur certaines images et des commentaires tenus par nos amis les internautes. Restez avec nous. Les vues du web à partir de cet instant. Marc Yones Goudianou, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir Christian Alain, bonsoir à tous les amis téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver tous les dimanches soirs. Le plaisir est partagé. Oui, nous sortons de la célébration du 1er août. Qu'est-ce que vous nous avez ramené du web? Alors, ce soir, nous avons également fouillé les plateformes numériques. Comme d'habitude, nous avons recueilli les avis et également analysé les émotions. Bref, on vous a concocté le meilleur et le plus piquant. Nous aurons 3 sujets ce soir. Le premier a trait à l'interview du chef de l'État après le 1er août 2025, sur la page du journaliste... Vous êtes trop longtemps resté sur la toile, c'est normal. Oui, c'est normal. Alors, la première réaction vient de la page de Roméo Akloso. Oui. Roméo Akloso qui a fait transcrire les propos du chef de l'État sur sa plateforme. Il a dit, le chef de l'État, j'ai personnellement le sentiment que j'ai donné le meilleur de moi-même. Je suis allé jusqu'au bout de mes efforts, de mon imagination, de ma réflexion, de tout ce que je possède comme potentiel. J'ai travaillé avec bonne foi, même si j'ai pu me tromper souvent, n'étant pas Dieu. Je demande aux Béninois de me pardonner mes insuffisances et de croire au destin commun. Je veux leur dire que le meilleur est à venir, que demain sera encore meilleur qu'aujourd'hui. Ce message d'humilité chrétien a suscité une avalanche de réactions très partagées par les internautes. La première réaction vient de Sédéian Tiburce Anissé Toi qui dit « Les Béninois n'ont pas à le pardonner. N'est-ce pas lui qui avait dit que le pardon est un péché, qu'il se pardonne lui-même et utilise les mois qui lui restent à corriger ce qu'il peut. Le résultat de sa gouvernance laisse à désirer, peut mieux faire. » Et Kazmi Honga qui dit « Franchement, je ne suis pas politicien, néanmoins je lis beaucoup d'honnêteté dans les dires et les faits du président. » Et Freddy Agboton qui finit avec cette information et dit « La fin du défilé et son interview étaient très émouvantes. » Christian, voilà une première réaction sur la toile. Monsieur? Bon, le chef de l'État a parlé, c'est vrai, c'est normal qu'il y ait des réactions, comme nous aussi nous en avons eu sur ce plateau. Justement. Chacun prend ses réactions selon son vécu durant les 10 années. Si quelqu'un a été dans les bonnes grâces de la République durant les 10 ans, c'est normal qu'il prenne les propos du chef de l'État comme parole d'évangile. Si quelqu'un a été frustré durant 10 ans, c'est normal qu'il s'attaque à ses propos. Donc, chacun opine selon son vécu, selon ses expériences durant les 10 dernières années. Mais en tout, il faut comprendre quand même que du haut de ses fonctions politiques, de ses fonctions d'État, c'est quand même faire preuve d'humilité en parlant de pardon, en parlant d'insuffisance personnelle. Il faut que ça soit un exemple pour chacun de nous dans nos différents cercles professionnels. Oui, vos commentaires sur la réaction des internautes, des réactions sélectionnées par Marc Goudianou. Oui, Hamza Tablaï. Non, mais je trouve que les réactions qui proviennent de la toile, il faut être prudent là-dessus, même si c'est toujours le peuple qui est souvent sur la toile. Pour moi, le pardon du chef de l'État, c'est une surprise, j'insiste vraiment là-dessus. On en avait parlé ici. Exactement, c'est beaucoup plus une surprise, mais c'est surtout... enfin, cela voudrait signifier surtout que le chef d'État a blessé plus d'un durant son mandat, ce qui arrive à tout chef d'État en réalité. Donc, pas besoin de pardon en réalité vis-à-vis de ces questions.
Oui, Patrice Talon, humble, l'humilité, oui, je suis d'accord, même si c'est après 10 ans qu'il constate qu'il a forcément piétiné des gens, qu'il a pu créer des graissements, où il a fait graisser des dents à beaucoup de personnes. Je pense que s'il a encore un bout de temps, puisqu'il a encore un bout de temps devant lui, il a encore l'occasion peut-être de se racheter ou de rattraper ces quelques erreurs qu'il a pu commettre sur son... Pratiquement 10 mois encore, oui, on vous écoute. Oui, il faut dire que le chef de l'État, c'est vrai qu'il a demandé son pardon en reconnaissant en réalité qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et donc, une chose est sûre, même si n'importe quel président de la République venait, on trouvera toujours des choses à lui reprocher. Donc, il a fait sûrement ce qu'il pouvait faire et qu'on espère avoir encore un meilleur président que lui. Oui, deuxième. Alors, deuxième sujet. Ça concerne un retour aux sources plein d'émotions de Claudicia, que vous connaissez très bien, qui est un confrère, journaliste, animateur et fervent défenseur du panafricanisme. Effectivement, il est venu à la fête du 1er août au Bénin, où il a partagé quelques émotions sur sa page Facebook, où il dit « Bonne fête à tous les Béninois, émotion, fierté, je suis au Bénin pour les festivités de l'indépendance, en tribune présidentielle, invité spécial du président. J'aurai bientôt ma nationalité béninoise. C'est un privilège accordé par l'État béninois aux descendants des Africains déportés. J'ai des souvenirs impérissables, inoubliables dans bien de pays de notre Afrique. Jamais une nation de notre continent ne m'avait autant honoré, considéré comme le fait aujourd'hui le Bénin. Je suis ému, vraiment très ému. Ce témoignage a ému également de nombreux Béninois sur la toile qui ont tenu à lui répondre quand même avec affection. Et il y a Bossou Ulrich qui dit « Merci Claudicia, j'ai aimé ton franc-parler dans ton interview, surtout quand tu dis, suivez très bien Christian, l'évolution pour certains, ce sont les infrastructures. Pour moi, c'est l'évolution des mentalités. » Cela donne de l'assurance. C'est ce qu'a dit Claudicia lors de son interview à cette fête du 1er août. Et il y a Serge Agbongbo qui dit « Comment on ne va pas vous honorer? Vous êtes des nôtres, vous êtes chez vous, sur la terre de vos ancêtres. Félicitations pour votre nouvelle nationalité. » Faoussa Sabrosa Boni qui dit « Mon béninois Claudie, c'est bon de retrouver ses racines. Nous sommes fiers de nos afro-descendants qui veulent rentrer à la source. Bonne fête à toi. » Alors, pour nos chers chroniqueurs, le Bénin devient-il un symbole d'accueil et de mémoire panafricaine? Il vous pose la question, mais si vous reprenez, on commence par vous. Oui, moi je trouve que c'est salutaire, hein, ce genre d'action qui marque surtout une empreinte du chef de l'État Patrice Talon vis-à-vis de sa vision de ce qu'est le panafricanisme. Je pense qu'on est en train de remonter à la définition même du panafricanisme originel que voulaient imprimer les pères du panafricanisme, Kwame Nkrumah, Nnamdi Azikiwe ou même Emeris Patrice Lumumba. Donc c'est un panafricanisme qui se veut unificateur, qui ne distingue pas forcément un Africain d'un autre en réalité, puisque vous savez très bien, je tire souvent à boulet rouge sur ce caractère d'indépendance qu'on nous a octroyé, basé sur des séparations, basé sur des divisions, basé sur certaines contraintes sociales auxquelles on n'aurait pas dû faire face. Mais c'est le cas aujourd'hui. Et prendre ce genre de décision, en réalité, c'est proposer de nouvelles solutions vis-à-vis de l'intégration même de ces afro-descendants qui, à un moment de l'histoire, se sont trouvés rejetés, y compris par des États africains. Et le choix du Bénin va faire cas d'école, croyez-moi. Je pense que dans quelques années, plusieurs autres États vont comprendre ces enjeux et ouvrir également les bas. Avec les figures qui viennent chez nous qui font véritablement pas grand chose. Ça ne sert pas à grand chose. Se dit, nous sommes des Béninois et que derrière, il y a des frontières qui empêchent les Togolais de s'intégrer ou d'entrer, etc. Donc, Patrice Talon a ouvert la voie déjà avec l'ouverture du Bénin. Il n'y a plus vraiment de visa quand vous provenez du continent. Et là, maintenant, avec cette nationalité octroyée aux afro-descendants, c'est un véritable geste d'un grand panafricaniste. Je vais dire deux choses. La première, c'est la plus-value que cette option pourrait apporter au Bénin. J'espère que ça va nous
ouvrir de grandes opportunités. Nous l'avons déjà vu au départ avec la célébration de Vodou Days, ce que ça rapporte au Bénin, et avec ces nationalités, ça ira encore plus loin. J'espère que ça irait au-delà. Et deuxième chose, c'est un appel, c'est une leçon donnée à ces pays, notamment le Niger, qui garde ses frontières fermées malgré les pas, malgré toute la bonne foi montrée par les autorités béninoises. Si on est en partage de frontières et qu'on ne peut pas circuler librement et que les afro-descendants qui sont à des milliers de kilomètres sont plus libres de circuler, nous avons des questions à nous poser. Nous devons travailler à ce que les frontières terrestres soient sautées, surtout quand nous sommes dans une même communauté. Nous devons avoir la possibilité de circuler librement, d'apporter nos expertises les uns pour les autres. Merci Omar. Voilà. Oui. Je pense qu'il faut saluer cette option et cette bataille de Patrice Talon qui a consisté à accorder la société béninoise à des afro-descendants. Et pendant qu'on parle de ce sujet, je voudrais avoir une mémoire, comment on vous appelle, je voudrais avoir, rendre hommage plutôt à Mère Dja. Vous l'avez peut-être, vous l'avez certainement connu. Père Dja, ça a été leur combat quand ils sont venus au Bénin. Vous vous rappelez un peu le festival Gospel et Racine qui a été organisé sous Mathieu Kérékou. Déjà sous Mathieu Kérékou. C'est un festival qui a permis à des afro-descendants de venir au Bénin. Et c'est à l'issue de ça que des Américains, il y a eu beaucoup de projets américains qui sont venus au Bénin. Donc je pense que à la suite de Ouida 92 et tout. Donc ça aurait été peut-être que si cette option avait prospéré très tôt, le Bénin aurait eu déjà beaucoup de projets. C'est à cela que je reviens l'idée de Omar qui parle de plus-value. Je pense que c'est une bonne chose de permettre à des afro-descendants qui ont fait des tests et qui, pour lesquels les ADN les rapprochent du Bénin, de pouvoir leur permettre de retrouver leur territoire. C'est magnifique. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, il faut dire que c'est une bonne option. C'est vrai que je partage bien le point de vue de Herman qui dit que si en temps l'initiative avait commencé un peu plus tôt, c'est qu'on aurait déjà un vrai brassage entre les afro-descendants et nous qui sommes ici au pays. Et ça allait contribuer également à beaucoup de choses. Et je pense que même du côté du Brésil aujourd'hui, il y a beaucoup aujourd'hui qui veulent se sentir toujours africains, toujours béninois et qui vont venir. Vous allez voir au fil des années qui vont venir qu'il y aura beaucoup qui vont vouloir rejoindre leur terre natale ou bien leur terre source. Voilà. Oui, c'est bien. Oui. Absolument. Alors le tout dernier. Oui, le tout dernier, sans pour offenser la confection de Hamzat qui est à mes côtés, ce sera un sujet qui aura rapport. Sa confession religieuse. Sa confession religieuse, un sujet qui aura rapport avec un port à Zé. Un port à Zé qui fait le buzz et relève un tabou sur les réseaux sociaux. Ah, oui. Il y a une internaute qui a publié une photo prise à Zé montrant un porc en train de manger des matières fécales avec ce commentaire sans détour. Elle dit « Pense juste à cette photo, merci ». Mais malheureusement, cette photo a pu faire réagir beaucoup d'internautes qui n'étaient pas d'accord avec elle. Le but, sûrement pour elle, c'était peut-être de les choquer, de les faire réfléchir à la consommation de la viande de porc. Mais malheureusement, la première réaction nous vient de Josbez Osungbo qui dit « S'il ne mangeait pas ça, on allait chercher ça pour lui. » C'est ça même l'assaisonnement naturel. Impossible de nous décourager. Il y a Délicieux Azer qui dit « Les poissons aussi mangent les matières fécales et tout le monde mange du poisson. On ne peut pas nous décourager. » Un dernier commentaire, suivez bien Christian, il dit « Même les intestins, on ne va pas les laisser. » Et c'est sur ces mots que nous allons fermer cette vue du web et c'est sur ces mots, justement, la toile. Voilà, c'est sur ces mots que je vous dirai également merci Omar, merci Herman, merci Hamzat Abdoulaye et merci à vous. Je pense qu'il faut quand même saluer la présence au défilé d'une délégation ivoirienne. Oui, justement. On va parler, alors qu'on a tendu la main au pays de l'AES, qui n'ont pas cru devoir envoyer des détachements. Je pense qu'il faut saluer le fait que la Côte d'Ivoire. Il faut également saluer au cours de ce défilé le fait que tout le défilé soit déroulé dans des musiques de chez nous. On a de chez nous, Savoir Daniel Lou, Magic System. Magic System, voilà, de chez nous. Je pense que c'est des innovations comme ça qu'il faut saluer. En tout cas, c'était un magnifique premier coup. Le décryptage de la célébration du 1er août sur le grand rendez-vous, c'était ça et c'est terminé. Hamzat, merci beaucoup. Merci à vous, Marc-Johannes Boubianou. Merci Herman Anyamboussoué. Merci Omar Salouf. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation conduite de maître par Augustin Viltécon et tous les techniciens qui sont dans l'ombre et qui nous accompagnent et toute l'équipe de diffusion de ce programme. Portez-vous bien.